Bonjour Lise, à défaut de pouvoir avec du public organiser une conférence du mardi en ta présence, je te remercie d'être là pour partager tes recherches et un parcours d'artiste passionnant avec ici deux noms, Tourdonaski ou Marc Donat, et une question peut-être un peu provocante, mais la vraie provocation, c'est peut-être, oui, l'invisibilisation des femmes dans l'art moderne, ou en tout cas dans l'art moderne classique. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on va parler de Marc Donas, qui a été connu sous le nom de Tour Donaski et Tour Donas tout au long de sa carrière. Et une question un peu provoque, puisqu'on le verra, le fait qu'elle passe pour un homme, ou en tout cas que son genre ne soit pas déterminé dans son nom, puis le fait qu'elle soit une femme, et puis ses relations, simplement les relations de pouvoir qui peuvent exister au sein du champ de l'art, au sein du marché de l'art, vont avoir évidemment une grande importance. Et puis, évidemment aussi un petit clin d'œil à Bimoderne, l'exposition qui a lieu pour le moment au Musée Royal des Beaux-Arts, puisque si on fait les comptes dans l'exposition, eh bien, on trouve au total 150 peintures, sculptures, œuvres sur papier, etc. Mais il n'y a seulement que 5 œuvres d'artistes. C'est évidemment des proportions assez tragiques. On peut se demander comment ça se fait qu'un musée, un grand musée, une grande institution comme les Musées Royaux des Beaux-Arts ne valorise seulement 5 femmes sur une si grande exposition, où il y aurait moyen évidemment de parler d'autres artistes, d'en visibiliser bien d'autres. Alors évidemment, le but n'est pas simplement de jeter des cailloux sur les musées royaux. On a évidemment ici un héritage qui est extrêmement complexe, et un très bon exemple, c'est cette histoire de l'art de Gombrich qu'on trouve souvent dans les bibliothèques. Et en fait, ce livre d'histoire de l'art qui fait 1,7 kg, hein, c'est quand même bien lourd, eh bien, il ne présente aucune femme artiste. Donc pas une, deux, trois, bien aucune. Et en Les fait, femmes ne font pas le poids. voilà, on dirait qu'ici, les femmes ne font pas le poids, et c'est assez symptomatique d'une histoire de l'art qui s'écrit durant le XXe siècle, parce qu'il faut savoir qu'en fait, précédemment, et dès le début de l'écriture de l'histoire de l'art avec Vasari, Lévi de Vasari, eh bien, il y a des femmes dans cette histoire de l'art. Et au XIXe, le nombre de femmes dans les ouvrages qui portent sur des artistes ou sur les femmes artistes, il y en a énormément. Donc c'est vraiment une fois que l'histoire de l'art acquiert finalement un aspect mercantile, une espèce d'économie de l'histoire de l'art, qu'en fait les femmes vont être invisibilisées, que ce soit dans la construction des grands musées d'art moderne, mais aussi dans les écrits comme celui de Gombrich. Donc évidemment, nos musées aujourd'hui sont finalement tributaires de cette réalité du XXe siècle. Alors, Mardonna, qui, bon, aujourd'hui, je pense qu'elle est quand même un peu plus connue, on commence quand même à parler d'elle, mais c'est vrai que quand on pense à des artistes abstraits en Belgique, on va peut-être plus rapidement penser à Victor Servranckx ou à Pierre-Louis Fouquet. Et c'est vrai que Mardonna ne va peut-être pas venir en premier lieu dans les esprits. Pourtant, c'est une artiste d'avant-garde, une des seules artistes d'avant-garde belges qui va avoir une carrière internationale durant l'entre-deux-guerres. Elle va exposer partout en Europe, mais elle va aussi exposer aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas de bon nombre d'artistes qu'on retient aujourd'hui en Belgique. Donc rien qu'à ce titre, en fait, tu disais pionnière, mériterait d'être Ouais. redécouverte. Oui, On tout à fait. entrevoit dans une image suivante que tu y associes aussi Voilà. différents courants, différents mouvements internationaux. Oui, c'est pour montrer à quel point Mardonas est lié à l'avant-garde parisienne principalement. Et c'est vrai qu'à travers la figure de Mardonas, on peut parler d'un très grand nombre de courants, que ce soit de Style, mais aussi le futurisme, l'artiste Archipenko, Mondrian, la galerie d'Orsturm à Berlin, tous des lieux et des personnes, des courants que l'on va aborder, hélas, rapidement durant cet enregistrement. On Mais verra voilà. ces références au fur et à mesure, mais Ouais. donc est-ce qu'elle est née dans un milieu propice à cette ouverture sur l'art ou un art international? Est-ce qu'il y avait des accointances pour favoriser un départ dans cette carrière artistique? Non, pas du tout. Alors, je passe juste rapidement ma petite blague, puisque évidemment, on ne va pas profiter de cette conférence pour faire la part belle à Archipenko et Van Doesburg, dont on parle bien assez, mais on parlera bien de Mardonas. Et en effet, d'entrée de jeu, ça va pas été facile pour Mardonas de devenir artiste. Pourtant, c'est vrai que l'Académie d'Anvers ouvre en 1889,
Elle naît en 1885, donc on peut se dire qu'elle va profiter de cette ouverture. Mais en fait, évidemment, ce n'est pas parce que la société, les institutions évoluent que les mentalités bourgeoises, dans ce cas-ci, évoluent. Mardonas naît dans une famille aisée à Anvers, une famille francophone aisée, et comme toutes les jeunes filles de la bourgeoisie, de l'aristocratie, suit des cours de dessin, mais c'est vraiment ces cours de dessin où les jeunes filles vont apprendre à peindre des jolis portraits, des jolies fleurs, donc cet art d'agrément qui est vraiment une plus-value pour une jeune fille qui est promise à un mariage qu'on espère fructueux. Ça parfait une éducation comme une espèce de bonne manière plutôt que Voilà. réellement une fin en soi ou un débouché pour ici Mm, une jeune artiste. Tout à fait, c'est vraiment cet apport de la jeune femme à marier à presque la décoration et le plaisir de vivre dans un foyer, de la musique, une jolie peinture, etc. Mais ça s'arrête vraiment à quelque chose de une passion, un passe-temps, un hobby, et non pas une professionnalisation. Un agrément. Un agrément, tout à fait. Donc une famille bourgeoise, ici on voit les parents de Mardonas, Romain Donas qui va avoir un rôle évidemment très très important dans le départ de la carrière de Mardonas parce qu'il va lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Puis des sœurs, un frère, voilà, une petite famille bourgeoise qui a à son service des servants et des servantes, une belle maison à Anvers, etc. Et comme on l'a dit, avec les cours qu'elle a pratiqués en étant jeune, c'est aussi une passion, quelque chose, on a presque envie de dire inné. Hein. On voit ici un cours de Mardonas qu'elle a illustré avec brio. Et il est vrai que si son père ne va pas l'encourager dans cette voie-là, elle a quand même dans sa famille des membres qui ont été artistes. Et en fait, son grand-père était un peintre de marine qui a exposé de temps en temps. Donc on a peut-être ici un talent familial, et à la fois, c'est peut-être toute la contradiction. Romain Donas va épouser une femme qui est la fille d'un peintre, tout en rejetant ce milieu qu'il considère comme beaucoup trop bohème, décadent, avec ses modèles nus, etc. Néanmoins, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les écrits sur Mardonas, c'est qu'elle a un sacré caractère. Et donc, elle ne va pas du tout se contenter de simplement suivre les cours du mercredi après-midi chez son professeur. Elle va très rapidement vouloir s'inscrire à l'académie. Et en octobre 1902, elle va faire les démarches. Elle a à peine 17 ans. Elle va s'inscrire pour la première fois à l'académie d'Anvers. Mais en fait, ce séjour à l'académie ne va pas durer parce que très rapidement, son père va lui interdire de continuer à fréquenter l'académie et les cours. Donc voilà, ici une photographie d'un cours de dames à l'Académie de Bruxelles dans ce cas-ci. C'est peut-être important de souligner que ce n'est pas parce que l'Académie ouvre ses portes en 1889 aux femmes qu'elles sont complètement intégrées au système. En fait, ce sont des classes de femmes qui sont intégrées au système académique. C'est un peu un à côté, un os à ronger qu'on leur donne. Les hommes sont enseignants, mais ici aussi un modèle, je vois derrière sous l'estrade. Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, vous le voyez, il n'est pas tout à fait nu, il porte un pantalon qui a quand même cette pudeur, cet accès à la nudité qui est problématique pour les femmes. C'était le gros frein moral que beaucoup érigeaient pour empêcher l'accès des femmes à l'enseignement artistique. Ouais, le cours de nu va vraiment être le dernier cours auquel elles vont accéder, et d'autant plus en cours mixte avec les hommes artistes. Donc un accès compliqué au cursus académique, et à la fois une jeune femme qui ne se laisse pas faire. Il faut savoir que pour la biographie de Mardonas, on a extrêmement peu de sources. La source la plus précieuse qu'on possède, ce sont des écrits autobiographiques qu'elle a rédigés dans les années 60. Donc une sorte de compte-rendu de sa vie, de sa carrière. Et pour certaines périodes, c'est vraiment les seules sources que l'on possède, puisque nous le verrons, la conservation des archives et des œuvres de Mardonas vont vraiment être problématiques. Et donc, pour sa jeunesse, on a vraiment simplement son avis à elle, et on comprend assez rapidement qu'elle est la préférée de son père, mais qu'en fait, ce n'est pas forcément positif, puisqu'il va complètement l'enfermer. Et un jour, par exemple, elle va carrément décider de déménager de l'autre côté de l'Escaut, dans une fermette,
pour avoir la paix et pouvoir peindre tranquillement. Mais voilà, bruit de quartier, le papa va vite apprendre que sa fille veut déménager et il va la rattraper pour la ramener à la maison. Et en fait, ça va vraiment être des premières années comme ça, où elle s'inscrit à l'académie, puis son père la récupère, elle veut déménager, puis il la récupère, et hop, 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 et elle n'arrive pas du tout à suivre un cursus finalement construit, long. Elle impose malgré tout une ténacité. Comment est-ce Ah qu'elle oui. parvient alors à ses Ouais. fins Eh bien, il va y avoir plusieurs événements. Voilà ici un tableau qu'elle peint durant ces périodes. Vous voyez que la date n'est pas vraiment précise. Ici, des fleurs, cette peinture de fleurs qui est vraiment un sujet tout à fait accepté pour les jeunes femmes. On a aussi des beaux autoportraits de Mardonna, ici en 1908. 1908 qui est un peu l'année où il semble qu'elle laisse tomber. Elle se dit, bon, tant pis, je vais me plier aux règles, je vais continuer à peindre dans mon petit grenier, je laisse tomber l'académie. Elle va d'ailleurs se fiancer à un certain Eugène, dont on sait très peu de choses. Il va lui arriver des aventures assez rocambolesques sur lesquelles je n'aurai pas le temps de m'étendre, mais il y a évidemment un grand moment qui va faire basculer sa vie et sa carrière, c'est le début de la Première Guerre mondiale, puisqu'en fait, en octobre 1914, Anvers est bombardée. On le voit ici, c'est la maison de la famille Donas qui est complètement endommagée, les servants, les servantes qui posent devant les décombres, et la famille Donas qui va déménager aux Pays-Bas. Un déménagement sur le long terme, et Mart Donas qui va décider de partir avec sa grande sœur Laure en Irlande, à Dublin, où elle rejoint des amis de la famille. Et là, tout en étant chaperonnée par sa grande sœur, par ses amis de la famille, va quand même acquérir une certaine forme de liberté. Elle va se réinscrire une énième fois à l'académie. Elle va continuer à peindre, à dessiner, à graver également. Et puis, on a ici justement un dessin de ces années plus académiques, un nu classique, mais à la fois on voit ce jeu d'ombre, de lumière, déjà évocateur d'une certaine recherche stylistique qu'on retrouvera. Donc on est en 1915, On est en Dublin est indiqué 1915. effectivement en dessous de ce Ouais, nu. ouais, C'est le tout à fait. premier qu'on voit apparaître dans l'œuvre de Marthe. Tout à fait, donc ce type d'esquisse de croquis qu'elle va produire durant ce séjour à Dublin. Et puis surtout, elle va entrer dans l'atelier, le studio de Sarah Purser, qui est une figure importante du milieu artistique dublinois. Et là-bas, Mardonas va apprendre la technique du vitrail. Elle va apprendre à réaliser des vitraux. C'est une manière d'apprendre assez particulière, puisque Sarah Purser va vraiment amener ses élèves à pratiquer l'ensemble du processus créatif, de l'esquisse jusqu'au travail, la découpe du verre, le travail du plomb, etc. Donc ici, un apprentissage important, un premier pas dans la déconstruction de la réalité à travers la contrainte du matériau ici du verre, ce verre qui est découpé en facettes, cette simplification des formes que Mardonas va apprendre durant ce séjour à Dublin. Et puis aussi, très platement, un moyen de gagner de l'argent, puisqu'elle va produire comme ça des vitraux pour plusieurs églises, et donc se faire un petit tas d'argent qui va lui permettre, on le verra, de continuer ses aventures. Alors à nouveau, c'est l'histoire qui va un peu provoquer la suite de sa carrière et des événements, puisqu'en 1916 ont lieu les insurrections de Pâques. Et donc, le contexte à Dublin devient invivable et sa sœur et elle quittent Dublin. Laure, sa grande sœur, décide de rentrer aux Pays-Bas dans sa famille, tandis que Mardonas, elle, n'a surtout pas envie de retourner à son ancienne vie et va continuer le plus possible à essayer d'échapper à l'emprise de son père. Elle va aller un certain temps en Angleterre, de nouveau chez des amis de la famille. Et puis, petit à petit, cette envie de traverser la Manche, d'aller à Paris, eh bien, va être de plus en plus pressante, d'autant que Sarah Purser va lui raconter quand même ses années parisiennes, la ville lumière, etc. Et c'est comme ça qu'elle va décider de ne pas rentrer, mais bien d'aller à Paris, s'y installer. Elle s'installe dans le quartier de Montparnasse, dans un bâtiment qui a hébergé un très grand nombre d'artistes, Fujita, Paula Modersohn-Becker, Sonia Terk, la future Sonia Delaunay, etc., etc. Et là-bas, elle va s'inscrire de nouveau dans des académies. L'académie de la Grande Chaumière, 1 ou 2 mois. C'est souvent des apprentissages très courts
puis l'Académie Rasson, où elle va aussi passer un seul mois. Pourtant, elle dit que cette académie lui semble plus intéressante, mais elle ne reste jamais fort longtemps. Et puis, elle va surtout faire une grande découverte, c'est celle de la peinture d'André Lhote, qui est un peintre cubiste dont elle découvre les œuvres lors d'une exposition. Elle va aussi découvrir les œuvres de Picasso, de Modigliani, d'Henri Matisse, etc., etc. Et même si le nom de Mardonas n'apparaît pas dans les noms des élèves d'André Lhote, on sait qu'elle a suivi des cours dans son studio. On a par exemple ici un exemple assez marquant de 2 dessins réalisés lors d'une séance de modèles, de nus, et on voit évidemment l'influence d'André Lhote dans le dessin de Mardonas. André Lhote, qu'on connaît aujourd'hui plutôt pour ses traités, ses écrits, mais qui en fait était un professeur fort apprécié à l'époque. Il a entre autres aussi donné cours à Tamara de Lempicka, dont ses élèves célèbres, et il avait une manière finalement assez proche de ses élèves d'enseigner. Il avait le même âge que Mardonas, donc une sorte de complicité sans doute, et un apprentissage côte à côte, le même modèle, le regard qu'on échange, le point de vue, etc. On voit qu'en 1917, l'œuvre et le style de Mardonas évoluent, ces formes qui se simplifient, toujours cette importance des ombres, des lumières, ces hachures qui permettent de voir le modelé du corps féminin, mais à la fois des droites qui commencent à s'insinuer dans ces dessins. Et ici, une nature morte qui est, d'après ses écrits, sa première nature morte cubiste, où on le voit, cette réalité qui est déstructurée, déconstruite, et surtout ces rimes formelles, ces lignes qui scandent l'espace, et à la fois toujours ce rapport à la réalité. C'est peut-être quelque chose qu'elle va hériter d'André Lhote, c'est vraiment le fait qu'elle va difficilement se détacher et aller dans la pure abstraction. Elle va toujours garder un lien avec cette esthétique classique et ce rapport à la réalité. Ici, on le voit avec tous ces objets posés sur la table, et à la fois, on a ce contraste entre les courbes de certains pots, ustensiles, vases, et les aplats uniformes, monochromes, que l'on a dans le coin inférieur droit. Pardon. Un autre élément qu'elle va peut-être, ou en tout cas, si pas hériter, en tout cas travailler avec André Lhote, c'est vraiment ce rapport à la couleur. Contrairement à Braque, à Picasso, le cubisme de Lhote est un cubisme coloré. Et c'est vrai que ce foisonnement de couleurs, ces recherches colorées qu'on retrouve chez Mardonas, trouvent sans doute leur origine dans ce travail côte à côte avec André Lhote. On voit ici cette évolution du nu qu'on va pouvoir parcourir tout au long de cet échange. Précisons d'ailleurs, ce sont des dessins de la collection du musée, voilà, d'un ensemble de 4. Bien sûr, les découvertes de cette avant-garde, de cette nouvelle manière de peindre, de créer, ne vont pas forcément l'aider à gagner sa vie. Les ressources de Dublin qu'elle avait gagnées lors de son travail dans les vitraux va assez rapidement s'amenuiser. Elle va écrire à son père pour qu'il lui envoie ses économies. On n'a pas gardé la correspondance, mais a priori, son père lui a juste dit « rentre, tu peux revenir aux Pays-Bas, pas de souci ». Elle, évidemment, elle n'est pas tout à fait d'accord avec ça, elle n'a pas du tout envie de retourner à son ancienne vie. Heureusement, elle va trouver un échappatoire, puisqu'une collègue de l'académie va lui proposer de venir avec elle à Nice, et contre le logement, la nourriture, eh bien, elle donnera cours à cette dame de l'aristocratie à Nice, où elle va faire un assez long séjour, quasiment 2 ans, où elle va rester là-bas jusqu'à l'armistice.